Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 23 de Good Manufacturing Podcast. On se retrouve en cette belle fin de matinée du 13 février 2023 et vous nous écoutez peut-être de votre voiture, dans le métro, dans le train ou je sais pas où. Et je vous en remercie. J'espère qu'aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose et pour remplir cette difficile mission, je suis comme d'habitude accompagné par Monsieur Arnaud, l'homme aux 1000 techniques d'investigation, grand annihilateur de mise en page. Arnaud, comment ça va? Ça va bien, tu me trouves des petits titres nouveaux à chaque fois, c'est bien. Nouveau, mais tu les valideras à chaque fois probablement. Ok, bah je valide. Et pour cet épisode, nous recevons pas un, mais deux invités. Alors, nous recevons Mathieu Charrère, président de la société Socosur, mais tu vas peut-être apporter quelques précisions là-dessus. Mathieu, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, ça me fait extrêmement plaisir de faire une pause dans cette préparation d'inspection surprise de la NSM qui aura lieu jeudi, pendant la grève. Ah. Ils viendront peut-être pas du coup. Mais à suivre, j'aurai des nouvelles dans la journée. Et c'est bien du coup, ça veut dire que globalement vous êtes déjà prêts parce qu'en règle générale, à quelques jours de l'inspection, les gens ils nous répondent plus. C'est preuve qu'on a un système qualité qui est robuste. Bah c'est super bien. Donc ouais, je disais non, je suis très content d'être là parce que j'étais vraiment vous êtes la surprise de la Trampier Biarritz 2022 et je vous félicite et en plus j'évangélise à fond auprès de tous les étudiants à la fac parce que je pense que ce que vous faites c'est très bien. Voilà. Ah bah c'est gentil. Trop fort. Donc comme j'allais et du coup avec Mathieu, nous avons Yara Eltif, ça. Ouais, j'étais. Qui est du coup Regulatory and Cosmetology Expert toxicologiste. Donc du coup ça doit quand même pas mal claquer dans les dîners quand t'annonces ça. Et que je suis ravi d'avoir à bord avec nous puisque c'est notre high potential dans la société recruté il y a quoi maintenant 2 ans? Ouais. 1 an. Ouais, voilà, 1 an et demi. On en discutera tout à l'heure après que du coup tu nous expliquais tout ton savoir de toxicologiste. Ouais. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même remercier un gars qui s'appelle Bastien Delattre de Apoticast, qui en plus de faire des podcasts excellents sur le thème de l'histoire de la pharma, qui ont des qualités sonores dignes de Radio France, franchement, qui m'a également conseillé de passer sur cette plateforme d'enregistrement. Donc si ça merde et que ça se passe mal, Bastien, c'est de ta faute. C'est de sa faute. Voilà. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à aller écouter Apoticast, c'est mortel. Alors si vous n'avez pas plus de questions que ça, je vous propose de passer directement à la news. Allez, c'est parti. Alors, j'aurais pu vous parler de la nouvelle version d'ICHQ9, mais je garde ça pour un prochain épisode car j'ai pas eu le temps de finir l'analyse. Je vais donc vous parler d'un autre événement qui a attiré mon attention. En effet, en 2020, et vous allez me dire si vous avez entendu parler de ça. En 2021, la DGCCRF, ou la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a mené une enquête sur le respect de la législation anti-cadeau. Donc là, c'est inscrit au Code de la santé publique, dans le secteur de la distribution des produits médicaux. Et ils ont découvert des pratiques illégales dans un groupe. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui. Oui. Tout le monde? Non, moi non. Non. Alors, c'est des pratiques illégales dans le groupe, on balance encore une fois, de chez Urgo. Urgo, oui, car voilà. sur la période de 2015-2021... on le balance parce que c'est de notoriété publique. On veut pas d'ennui. Moi, j'ai rien à voir avec la DGCCRF. Donc, le groupe Urgo a remis à des pharmaciens d'officine plus de 55 millions d'euros de cadeaux. Donc et ça a tombé le 27 janvier 2023, donc c'est assez récent, hein, c'est 15 jours. Donc le tribunal judiciaire de Dijon a prononcé en conséquence une condamnation à l'encontre du groupe Urgo et au paiement de 2 amendes d'un montant de 1,125 millions d'euros et 5,4 millions d'euros. Et l'enquête se poursuit sur les pharmaciens susceptibles d'avoir reçu ces avantages.
Alors un petit peu plus de précision sur ces cadeaux. Donc ces cadeaux, alors c'est un peu pas farfelu, mais c'est un peu circonvolu, un peu, je dirais, comme méthode, mais c'est assez intéressant. Donc c'est des cadeaux qui faisaient partie d'une stratégie commerciale de Urgo, au fin d'augmenter les marges financières et les bénéfices et les parts de marché du groupe. Donc pour ce faire, donc ce qu'il faisait, c'est que en contrepartie de l'achat par le pharmacien de produits Urgo et de la renonciation au bénéfice d'une possible remise contractuelle sur le prix d'achat, donc en fait, voilà, quand au plus on achète des gros volumes, au moins c'est cher, et ben du coup les pharmaciens ils avaient l'occasion de renoncer à ce bonus, quoi. Et donc les pharmaciens recevaient une récompense sous forme d'un ou plusieurs cadeaux, et donc la valeur du cadeau était équivalent au montant de la remise prévue dans le contrat. Donc l'enquête a démontré que certains cadeaux pouvaient s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est quand même pas rien. Ah ouais. Et donc voilà. Et on sait un peu quel genre de cadeau c'était ou pas? Oh bah je crois que c'était de la, non je sais pas. Non, genre des voyages, des. Ouais, je sais pas trop. Des télévisions. ou alors c'était juste des pansements gratos. Non, je pense que ouais, c'était un peu de tout peut-être. Enfin, je sais pas, je pourrais peut-être, enfin, j'avoue que j'ai pas été chercher quel type de cadeau, mais quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, il faut quand même y aller, même en voyage et en télé, ça fait quand même pas mal de télé de voyage, quoi. Et donc, pour rappel rapidement, le dispositif anti-cadeau, ça vise à garantir, et ça c'est assez intéressant quand même aussi, ça vise à garantir l'impartialité des professionnels de santé dans le cadre de leurs relations commerciales avec l'industrie de santé. Donc en fait, in fine, ça veut dire que le professionnel doit être seulement guidé par les considérations médicales lors de la prescription de médicaments et de matériel ou de prestations de santé. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pas qu'il soit influencé par des cadeaux, quoi. Et faut savoir qu'aussi que l'enjeu est également économique parce que ce genre de pratique, ça alourdit le coût des dépenses de santé. Bah oui, parce que du coup, les cadeaux, ils sont jamais vraiment, entre parenthèses, gratuits. Ils coûtent toujours à quelqu'un, quoi. C'est comme les essuie-glaces gratos quand on va se faire refaire son pare-brise chez Carglass. Au final, on les paye tous, quoi. Et donc ainsi, l'interdiction de recevoir des cadeaux est corrélée avec une interdiction d'en offrir. Et donc c'est pour ça que les pharmaciens, ils vont se faire aussi allumer parce qu'ils en ont reçu, quoi. Reçu. Et voilà. Ouais. Donc pour la petite anecdote, ouais. Moi j'ai eu vent de cette news. Je crois que c'est la première fois que c'est une news que je ne découvre pas, mais en suivant sur LinkedIn un de nos derniers interviewés, Arnaud de Verdelan, qu'on avait parlé sur LinkedIn. Donc ça c'était très intéressant. Et la deuxième anecdote, c'est qu'il y a quelques années, j'avais mené un projet avec un laboratoire pharmaceutique justement pour la mise en place de toute la machinerie, un peu usine à gaz d'ailleurs, dans le projet de loi transparence pour justement suivre la transparence entre les laboratoires pharmaceutiques, les médecins, les pharmaciens, etc., quoi, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de douille de ce genre. Ah ouais, t'avais fait ça, quoi. Ouais, j'avais fait ça, ouais. C'était pas très passionnant, j'avais pas trop aimé comme projet, mais c'était intéressant de découvrir ce monde-là. Également une corde légale à son arc, monsieur Huck. Ouais, une petite corde. Faut pas trop m'en demander. Bon allez, on va pas passer tout notre temps sur l'introduction du podcast et je vous propose directement de passer dans la seconde partie de notre podcast avec l'interview des invités. Allez, c'est parti. Alors, le sujet du jour, vous l'avez peut-être deviné au vu de nos prestigieux invités, c'est les PDE, Permitted Daily Exposure, et les nitrosamines. Alors les PDE, c'est un sujet que je voulais faire depuis longtemps, car j'ai moi-même été embarqué dans la tumulte des événements vers 2018, lorsque les premiers papiers ont commencé à sortir en disant d'abord que ça serait peut-être une bonne idée d'utiliser les PDE pour les analyses de risque de validation de nettoyage. Alors il a fallu savoir déjà ce que c'était que les PDE, comment les avoir, ces fameux PDE, et on nous a d'abord parlé d'experts toxicologues. Puis on a ensuite discuté du prix et les responsables ont dit qu'en fait on n'allait pas le faire. Puis les papiers disant qu'en fait ça serait plus qu'une bonne idée qu'on le fasse et que c'était une obligation sont sortis. Et donc là les portefeuilles ont grincé et les PDE ont commencé à arriver. L'idée de pas le faire, c'était ambitieux quand même. Avec du recul. Celle-là, je la trouve pas mal. La retarder, j'en ai pas entendu. L'idée de pas le faire, c'est oui, ok, pourquoi pas.
Ah, il y avait toujours l'espoir qu'il y ait un fichier central de PDE quelque part et puis qu'on puisse aller piocher gratos dedans. Non, c'était surtout les inspecteurs quand ils ont commencé à comprendre que c'était une déviation facile et que ça a été la vague. Oui, je pense que ça a tendu un peu tout le monde, ouais. Bref, on en reparlera dans un instant. Ouais. Et donc, quant aux nitrosamines, ouais, je connais un peu de loin et donc c'est l'occasion de se mettre à niveau. J'ai fait comme tout le monde, j'ai été vite fait jeter un œil sur Wikipédia et ça commence comme ça. Les nitrosamines constituent une famille de composés chimiques extrêmement dangereux. En effet, 90% des nitrosamines ont manifesté un pouvoir cancérigène sur de nombreux organes et ceci de toutes les espèces animales testées. Et rien ne permet de penser que l'homme puisse résister à l'activité cancérogène des composés N-nitrosés. Et donc, quand tu combines avec ce que tu m'as envoyé sur le Journal of Pharmaceutical Science de novembre 2022, comme quoi 40% des API et 30% des impuretés d'API sont des potentiels précurseurs de nitrosamines, ça commence bien. Installez-vous confortablement. On va plonger dans ce sujet. Ça, c'est ce qu'on appelle un sujet chaud en 2022. Un sujet chaud. Et est-ce qu'il est toujours chaud en 2023 ou pas? Ah bah oui, parce qu'il y a des grosses deadlines en 2023. Donc je pense qu'on va en parler encore un petit moment. Il ne s'est pas refroidi. Non. Donc Mathieu, Yara, je vous laisse la main. Alors qu'est-ce que vous faites à Socosur / peut-être Tox by Design, c'est ça? Je sais pas trop. Ouais, non, attends. Allez-y. Juste, Jean, puisque tu dis, est-ce que c'est un sujet chaud en 2023? Oui, puisque tu as eu une mise à jour en octobre 2022, le 12 octobre, un question and answer de l'EMA. Et donc, le sujet est clair. Il faut que les marketing authorization holders soient et terminer ces assessments de nitrosamine, y compris la partie analytique, le 1er octobre 2023 pour les médicaments chimiques et dès le 1er juillet 2023 pour les médicaments biologiques. Donc, Ah ouais. en 2023, c'est très, très, très fashion. Ok. C'est Bon courage. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore commencé à vous pencher sur la question des nitrosamines, il y en a qui sont en train de le faire. Il y en a qui sont en train de le faire. Hein. Mathieu Charrière au cœur de la tumulte. Bon. Donc ouais, Toxicology by Design. Oui, alors effectivement, donc c'est une belle aventure humaine comme d'hab. Hein, quand on est entrepreneur, tout a démarré, pour être honnête, avec les permitted daily exposure. C'est-à-dire qu'il y a eu la guideline qui a été publiée par l'Europe. On va citer des noms. On va dire un grand laboratoire générique français qui nous contacte parce qu'on travaillait déjà avec eux en fourniture de principes actifs pharmaceutiques et donc ils nous appellent en disant il y a cette nouvelle directive pour lutter contre les contaminations croisées. On a sentiment que c'est du domaine de l'expertise des principes actifs pharmaceutiques quand on analyse le problème. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc, du coup, j'ai fait le tour de entre guillemets de la place dans les pure players experts toxicologues, donc et en Europe et aux États-Unis. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une bonne filière en fait académique de formation d'experts toxicologues en Espagne. Okay. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'aventure. Et alors, c'est un peu comme toujours hein, quand on parle des guidelines européennes. C'est des bureaucrates qui, à mon avis, ne savent pas vraiment ce que c'est que la réalité de l'industrie pharmaceutique, parce que on peut commencer à bitcher dès le début. Donc c'est une guideline qui effectivement concerne énormément l'expertise sur la substance active, mais sur des contaminations qui ont lieu sur la ligne de prod partagée du produit fini. Mais ils ont décidé que la responsabilité était celle du titulaire d'AMM. Oh là là. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec tous ces titulaires d'AMM qui en fait sont bien paniqués parce que ils voyaient bien que c'était eux qui allaient prendre les coups. Et voilà. Et donc on a commencé là-dessus et puis après on a fini par en fait un peu l'approche Tox by Design contient aussi du terrorisme. Donc déjà le principe de base de notre côté, c'est on n'aura jamais d'équipement analytique, on fera jamais d'analyse en interne. On a des partenaires pour ça et c'est très bien. Mais le but du jeu, c'est dès qu'une guideline est publiée,
On va la décortiquer, l'analyser. On va regarder comment est-ce qu'on peut être compliant avec cette guideline en cassant les coûts analytiques. Donc déjà, c'est beaucoup moins cher. Donc ça, c'est l'idée de base. Et après, l'autre entre guillemets secret de fabrication, c'est que on va essayer d'optimiser les process au maximum, voire même de faire quasiment du taylorisme pour être ultra efficace dans l'élaboration des analyses de risque toxicologiques et donc plus rapide et donc moins cher pour les clients puisque en fait c'est du temps entre guillemets c'est du temps de cerveau de toxicologue la structure de coût. Donc voilà. Et donc on a démarré comme ça. On a eu une chance énorme, c'est que on a décidé de le faire dès le début de manière un peu multinationale. On s'est pas focalisé que sur le marché français. Et en fait, nos collègues allemands, comme d'habitude, eux ont été très rapides quand ils ont vu la publication de la guideline pour se mettre en conformité. Donc en fait, on a eu un temps d'avance sur le marché français colossal parce qu'on avait déjà développé énormément de monographies pour le marché allemand. D'accord. Donc en fait, quand on va dire quand les laboratoires français ont mordu à l'hameçon, on avait déjà un vrai fait d'expertise que personne n'avait en France en fait. Oui, parce qu'on a essayé de pas le faire nous. Et donc voilà. Donc on avait déjà un portefeuille de monographies PDE qui était déjà développé. Et puis après, ça nous a amené à vraiment même puis notre société est, entre guillemets, comme on a dans le management, on a des anciens de la Big Pharma, on était totalement capable de travailler avec des grosses structures. Donc et du coup, alors je sais pas si c'est un secret de fabrication, mais comment vous avez fait pour faire du taylorisme sur vos analyses de risques toxicaux? Tout simplement. C'est quoi enfin, je sais pas s'il y a un secret qui peut pas être dévoilé ou quoi, mais non, moi ça m'intéresse. C'est une réflexion sur les process en fait. C'est la même chose que quand on est sur un site industriel. On va regarder qui fait quoi comment. Et puis on va essayer déjà de transmettre entre guillemets on fait un peu presque du continuous du lean quoi au sein de l'équipe et de manière à ce que les process soient les plus efficaces possibles parce que on a quand même on finit par avoir des énormes volumes à traiter donc voilà, moi j'ai fait pas mal de visites de sites les experts toxicologues internes qui disaient il me faut une semaine pour développer une monographie PDE, nous, il faut qu'on en fasse 4 par jour, quoi. Ah ouais, d'accord. Bon, donc vous avez vraiment fait de l'optimisation en interne. Ouais, ok, ça c'est intéressant. Hein. Alors, pour reprendre quand même depuis le début, parce qu'on est parti un peu vite. Ouais. Donc chez Socosur, du coup, l'objectif, c'est du coup vous fournissez des analyses toxicologiques aux entreprises pharmaceutiques, c'est ça? Ouais. Donc en fait, c'est de l'outsourcing entre guillemets, de l'expertise tox. Donc dans l'équipe, c'est forcément, on va dire, c'est du PharmD quoi, avec un master 2 en tox pour démarrer dans l'équipe. Et après, il faut monter en compétences. C'est-à-dire, c'est le minimum déjà. Et on a démarré l'aventure avec Marc Respo. Qui est espagnol, donc de cette fameuse filière, et qui est European Registered Toxicologist. Et donc l'objectif de l'équipe, c'est de prendre des masters de tox et de les amener au bout de 5 ans au niveau European Registered Toxicologist. Ok. Alors là, il y a plein de choses à expliquer là-dedans. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la toxicologie? Vas-y Yara, c'est toi la toxicologue. Donc moi je vais répondre à cette question en tant que toxicologue. Donc juste pour me présenter un peu, moi de base je suis pharmacienne et comme a dit Mathieu, j'ai fait le master 2, le master 2 toxicologie et d'évaluation de risque à Paris. Et bon, la toxicologie, pour simplifier les choses un peu, c'est une science. Bon, c'est la science qui étudie les substances toxiques. Donc, elle va nous permettre de protéger les consommateurs et les patients. Donc, ce qui fait que on est là pour examiner, pour analyser un peu la situation, les substances, que ça soit des substances chimiques ou autres, pour vraiment analyser la situation, l'exposition, la durée, quelle est la dose
auxquelles les consommateurs ou les patients ou même les travailleurs sont exposés. Et tout ça, c'est juste pour essayer de préserver donc la santé de la population en général. Donc c'est pour cela elle est indispensable dans le domaine pharmaceutique. Donc moi, Paul Adrien Maton, là, j'arrive avec un nouveau truc que j'ai fabriqué, et puis du coup, vu que mes gars ils vont travailler avec, et puis on va peut-être le vendre, on vient de voir, et puis on fait voilà, j'ai ça. Est-ce que c'est toxique, c'est ça? Est-ce que c'est dangereux? Ouais, et il y a différents aspects parce que le toxicologue il intervient à différents niveaux. Donc c'est pas juste pour les médicaments, mais c'est pour les cosmétiques, pour les dispositifs médicaux, pour les travailleurs. Donc on est là, on est présent à tous les niveaux parce que dans toute cette chaîne, dans toute la structure pharmaceutique, on peut être exposé à n'importe quel moment, que ce soit au niveau de la fabrication, après la mise sur le marché. Donc c'est pour cela le rôle est hyper important. Ouais. Moi je trouve d'ailleurs. Non mais c'est vrai, Ouais. donc c'est super large effectivement, aussi bien pour les gens qui fabriquent que pour la vente. Donc c'est d'accord. En fait, c'est ça les normes entre guillemets changement entre guillemets le paradigme d'entre guillemets d'avoir démarré cette aventure Tox par rapport à avant où on était juste dans l'importation et la distribution de principes actifs pharmaceutiques. C'est que quand on fait les principes actifs pharmaceutiques, on a un catalogue entre guillemets de produits, on a des deals avec des fabricants, donc entre guillemets on peut travailler avec certaines sociétés, certains sites de fabrication, mais ça s'arrête là. Depuis qu'on a démarré la Tox, en fait, on se rend compte qu'en fait, on peut travailler avec absolument tout le monde. Il y a forcément une couche quelque part. Déjà sur les sites de prod parce que on a quand même, on a beaucoup cranté sur optimiser la sécurité des opérateurs sur les lignes de prod. Et il y a eu énormément entre guillemets de connaissances qui ont été développées là-dessus et qui font que c'est une partie qui est assez captivante pour être honnête et qui est pas donnée à tout le monde. Je pense que même tous les experts toxicologues sont pas à même de faire correctement certaines parties du métier. On va dire des concepts de base, une nouvelle new chemical entity ou une new biological entity. On a à la rigueur des données de tox précliniques, mais il faut fabriquer les lots pour la phase 1 et 2. Et avant de fabriquer, il faut connaître la toxicité du produit sur la ligne de prod pour les lots cliniques. Et on n'a rien, on n'a pas de phase 1, on n'a pas de données cliniques chez l'homme. Et donc là, en fait, on va modéliser en 3 dimensions in silico la structure de cette molécule dont on connaît pas beaucoup la tox, et on va mettre ça dans un logiciel avec une base de données qui agrège toutes les données tox de tout ce qui est connu de l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire, et au niveau mondial. Et on va faire, donc on se récupère un rapport qui fait des centaines de pages qu'il faut analyser et en disant c'est de la toxicité prédictive. Et ça, en fait, la grande différence, c'est que ICHM7, là, les impuretés génotoxiques, qu'on doit documenter avec une nouvelle demande d'AMM, en fait, du coup, c'est recevable par les autorités de santé. Donc l'USFDA, l'EMA, on l'a fait avec PIX, on l'a fait avec tout le monde, avec Swissmedic plutôt. Et du coup, on peut modéliser entre guillemets in silico la toxicité de cette molécule. Et après, donc on peut faire une OEL prédictive avant que ce soit mis en œuvre pour les lots de phase 1. Et on peut refaire une occupational exposure limit, genre une fois qu'on a les données de phase 1, et refaire une occupational exposure limit quand on est en phase 3 pour les productions de lots commerciaux en phase 4. Donc c'est assez riche en fait. Et puis voilà, et puis il y a ce côté aussi la permitted daily exposure où enfin j'ai envie de dire là vraiment on prend en considération la toxicité pour le patient de manière sérieuse quoi. C'est-à-dire un patient qui prend le médicament toute sa vie, quelle est la valeur maximale des composés enfin qui peut accepter en prenant le médicament quoi. Il y a plein de dimensions là-dedans du coup. Alors il y a effectivement la phase 1 où là c'est le mystère, c'est un peu on n'a rien et du coup on sort des trucs et puis c'est oh putain les gars ça va être chaud ou pas du tout. Et là du coup c'est cette comparaison du coup de la structure 3D de la molécule par rapport
par rapport à votre dictionnaire. Donc ça, il y a pas tout le monde qui fait ça quand même, je pense, non? C'est ou tout le monde fait ça? Non. Et puis même dans l'équipe, les juniors c'est un peu touchy, mais Ouais, c'est vachement technique, ouais. mais parce qu'il y a aussi énormément de responsabilités en fait. Il faut vraiment avoir entre guillemets la bouteille pour arbitrer entre guillemets cette toxicité. Et de toute façon, quand on va voir les autorités de santé, c'est un peu comme les permitted daily exposure. Le CV de l'expert est extrêmement important parce qu'il y a des prises de décision sur lesquelles les agences vont se reposer, qui dépendent entre guillemets du niveau d'expertise de celui qui rédige le rapport, confiance. Et qui arbitre entre guillemets même les valeurs des limites, quoi. Donc ça faut faire ça pour le produit et toutes les matières premières finalement. Donc ça c'est la première partie du taf, et ensuite il y a une seconde partie du travail où là, une fois que le produit il est un peu plus il est mature quoi, au final, il faut donc tester le produit mais également toutes les impuretés, enfin pas tester mais en tout cas déterminer pour le produit et toutes ces impuretés la fameuse PDE, la Permitted Daily Exposure, pour ce produit, c'est ça? Alors, toutes les impuretés, tu t'enflammes un peu, et heureusement, parce que sinon, je pense, là, on n'a pas assez de toxicologues en Europe pour faire ça. Mais les substances actives, oui. Les agents de nettoyage, ça paraît dingo, mais ça s'est vu en inspection. Il y a quand même certains agents de nettoyage qui sont quand même pas innocents, on va dire, et s'ils contaminent la prod d'un lot pharmaceutique, on finit par l'ingérer en fait derrière. Donc ça doit être inclus dans les méthodes de nettoyage. Vas-y Yara, hein, si tu veux détailler la liste de. Mais ça a été un grand débat. En fait, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un principe actif, une monographie, et il n'y a pas de PDE pour entre guillemets des mélanges. D'accord. On peut pas dire on fait si c'est un produit qui en association, comme on dit combination products là, c'est deux monographies différentes à considérer dans le risk assessment des validations de nettoyage. Mais bon, après il y avait une montagne à développer parce qu'il fallait faire tout le vadémécum comme d'hab à chaque fois qu'il y a un truc tox. Mais bon, maintenant on commence à arriver au bout de ça, donc on sait mieux le faire qu'au début, on va plus vite. Ouais, mais ouais, là ici, je veux juste dire parce que c'est important déjà de savoir le PDE c'est quoi. Parce que c'est la Permitted Daily Exposure, donc c'est la dose journalière qui est autorisée. Et tout le but de ça, c'est dans le contexte de la contamination croisée. Et donc, elle est là, on la calcule pour l'utiliser, pour calculer autre chose qui est le MACO. Donc, c'est le Maximum Allowable Carryover Limit. Donc, c'est la limite qui permet, quand il y a deux produits que se suivent sur une ligne de production. Et donc, le PDE, il est utilisé pour déterminer quelle est la quantité acceptable d'un médicament précédent qui peut être autorisé dans le médicament suivant. Et donc, on l'utilise pour ça. C'est pour cela que chaque molécule, on calcule un PDE qui est séparé d'une autre. On peut pas tout calculer en même temps parce qu'on évalue tout l'aspect toxicologique. Donc, on rentre dans tous les détails, toutes les études qui ont été faites, que ça soit chez l'homme, chez les animaux, même in silico. Donc, on voit tout cet aspect. Et c'est pour cela, il est important, il a besoin d'une expertise pour le calculer. Mais du coup, les validations de nettoyage, elles prennent bien ça en compte, parce que moi, franchement, j'ai pas l'impression aujourd'hui que ce soit le cas. Alors là, Arnaud, si, je peux te dire que il suffit que tu te prennes un coup de tampon en inspection et après tu prends le pli très vite. ouais, mais c'est ça. Mais du coup, on attend le coup de tampon de l'inspection ou moi, je recommande pas, mais je pense que de toute façon. Là, à part quelques fous furieux, dont des grands groupes, là quand même, tout le monde s'est déjà pris un coup de tampon. Là, c'est acté, vraiment. Non, si ça marche bien, ouais. Non, franchement, Arnaud, en général, ça c'est quand même, c'est la base. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dans une validation de nettoyage, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est très drôle, Arnaud. Moi, je le reconnais. Je me souviens quand
quand j'étais jeune et que je travaillais chez Sofartex là à Vernouillet, c'est ce type de valeur là pour valider les méthodes de nettoyage. Franchement, ça se faisait sur un coin de table. On faisait les calculs sur la nappe entre midi et 2. Hein. Oui, voilà. Ouais. Et là, ça passe vraiment plus, quoi. Il faut. Enfin bon, après, on peut le dire, ouais. Mais bon, les experts. Enfin non, les inspecteurs. C'est pas des experts toxicologues. Donc, à part les inspecteurs belges qui ont eu une formation et qui vont peut-être être un peu plus tatillons. L'inspecteur il connaît rien à la tox, donc il va pas aller critiquer le choix des facteurs, etc. Donc ce qu'il va regarder, c'est le CV de l'expert, parce que ça c'est clairement mentionné dans la guideline qu'il faut que ce soit quelqu'un de solide, de calé, quoi. Voilà, qui ait fait ça pour que ce soit crédible. Et il va aussi regarder entre guillemets la solidité de la bibliographie. Il va foutre le nez dans les calculs de Mako quand même. Oui, après, oui, ça par contre, ils sont compétents. Là-dessus, il y a pas de problème. Mais dans le livrable qui est la monographie Permitted Daily Exposure, il y aura peu de discussion entre guillemets sur les choix de facteurs. Il va regarder si la bibliographie c'est genre juste les ressources internet gratos, facile, et que donc il n'y a pas eu une revue exhaustive de la littérature et le CV de l'expert. Après, il y a le sublime. C'est quand il voit que la première page, il y a écrit Soco sur Tox et qu'il dit c'est pas la peine que je regarde à l'intérieur. Ben, c'est la classe. Mais mais ouais, non, ça c'est comme ça que ça se passe. Mais enfin, pour continuer, Arnaud. En fait, c'est marrant parce que les retours d'expérience entre guillemets sur site, ça date de avant le Covid, parce que genre il y a quand même moins de visites sur site et moins d'interactions entre guillemets en direct avec les équipes de validation de nettoyage. Mais franchement, quand je débarquais sur les sites et que je discutais avec ceux qui étaient en charge entre guillemets, j'arrivais, il y avait une charmante jeune femme en face de moi qui me regardait désespérée. Et je regardais la taille du site et je me disais mais elle est toute seule alors que ça devrait être une équipe de plusieurs personnes et on voyait bien qu'elle luttait alors que bon bah voilà, maintenant c'est acté. L'effet d'expérience démontre que comme les monographies PDE expirent, ce qui est un peu logique en fait, la littérature toxicologique évolue. D'ailleurs dans les deux sens, hein. C'est-à-dire qu'on a vu des valeurs PDE augmenter au fil du temps. Et on a vu des valeurs PDE être réduites parce que il y a eu des effets indésirables qui ont été documentés. Mais ouais, on voit bien que il va falloir qu'il y ait un cycle de entre guillemets revalidation des méthodes de nettoyage. Ça peut être un point, je pense, assez intéressant à partager dans le cadre de ce podcast là. Et parce que parce qu'on a en fait, du coup, on a quand même bien étudié tout ce qui peut être publié, puis on a un vrai retour. Moi, je pense que je vais citer un article que je vous conseille vraiment d'aller regarder, qui a été publié dans Pharmaceutical Technology en février 2017, et qui est ce que je présente quand je me retrouve en réunion avec les équipes qui disent bon ben nous on veut pas changer nos validations de nettoyage. Quand de toute façon on a commencé les activités, il y avait clairement des équipes qui disaient écoutez on a acheté votre monographie PDE, on a refait les calculs, ça n'a rien changé. On n'a pas changé nos méthodes de nettoyage. Bon, en fait, là, on a suffisamment de recul. Si on prend les vieilles techniques de 1 millième de la délidose, 10% des médicaments produits, la valeur PDE est inférieure. Donc, il faut qu'il y ait des méthodes de nettoyage plus drastiques. Mais alors c'est marrant parce que du coup c'est même arrivé la semaine dernière. Du coup ça faisait un peu paniquer les équipes qualité et je disais mais non en fait vous regardez pas le truc dans le bon sens, c'est que dans 90% des cas en fait vous pouvez assouplir vos méthodes de nettoyage et c'est vraiment ça et ça a été le buzz, je sais même toujours quelle année c'était, mais assisté en 2018. J'allais dire, moi je vais te le dire, moi c'est en 2018, je sais exactement de quoi tu parles, et enfin c'est ce qui m'est arrivé quoi. On fait les calculs et puis
bah c'est plus, enfin, du coup, bah c'est plus. Et puis là, du coup, la consigne, ça a été, ah bah non, gardez en cas de conflit, vous gardez la plus basse. Merci les gars. Ouais, mais c'est marrant, c'est comme les déviations. Bah, en cas de doute, on met critique. Mais oui, bah oui. Mais non, mais ça, en fait, je pense que au lieu de considérer qu'on est en train de durcir, qu'effectivement il va falloir revalider les méthodes de nettoyage régulièrement, que les monographies PDE, clairement dans le Q&A, ils ont annoncé qu'elles expiraient, et il a fallu arbitrer ce qu'on considérait comme réaliste comme date de renouvellement. Donc c'est 3 ans et 5 ans, parce que le fameux régulièrement dans les textes régulatoires. Ouais. Mais ouais, et donc c'est pour ça que j'avais fait un papier dans La Vague même, qui a fini par être considéré comme un des 12 papiers les plus impactants. Donc je vous invite à les lire si vous l'avez pas lu. Ouais. Et ça se trouve je l'ai lu. Bah c'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais. Parce que j'ai utilisé, c'est La Vague qui m'a justement appris à utiliser les PDE. Ah bah voilà. Donc effectivement. Et donc en fait, si on regarde la guideline, moi ce que je trouve c'est que on a introduit de la flexibilité. Et on a introduit une flexibilité supplémentaire en Europe par rapport à ce qui est fait aux États-Unis. C'est-à-dire que le calcul de la PDE prend en compte la voie d'administration. Et ça, c'est l'énorme différence avec les États-Unis où en fait, quand on calcule l'ADE, en fait, l'ADE, c'est la voie injectable. Quoi qu'il arrive, même si c'est pour une forme orale. Donc en fait, du coup, on peut assouplir entre guillemets sur la ligne de prod, et ça c'est vachement bien. Et le deuxième, c'est que il y a des médicaments et même des classes thérapeutiques où avant on aurait eu tendance à de facto dire bon bah c'est une ligne dédiée, et maintenant en faisant ces calculs de permettre des exposures et en travaillant bien ces méthodes de nettoyage, en fait, on peut arriver à passer ces produits-là sur des lignes de production partagées. Et c'est vraiment l'esprit entre guillemets de la guideline. Donc voilà, il faut le savoir. Intéressant. Ouais, mais c'est bien. Hein. Pour que ceux qui sont moins initiés nous comprennent bien, Yara, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre donc la DL50, la PDE et la PDE, déjà ça sera pas mal, et comment, enfin et l'histoire, enfin je sais pas si tu la connais, hein, mais en gros l'histoire de comment on faisait avant, et puis du coup pourquoi on en est venu à la PDE quoi. Ok, donc donc déjà la PDE, il y a une formule qui est assez compliquée, mais ouais, une fois que tu t'habitues, tu produis tellement de PDE par jour que tu t'habitues rapidement. Mais ok, donc déjà tout le concept c'est les health-based limit exposure. Donc c'est des limites de santé qui se basent donc sur les données ce qu'on a dans la littérature. Et donc déjà le PDE c'est une formule. Bon bah comment on arrive à la valeur du PDE? Donc nous ce qu'on fait c'est que déjà on regarde toutes les données, toute la bibliographie dépendamment de la molécule. Donc tout ce qu'il y a comme études cliniques, non cliniques, animales, humaines, tout, on regarde tout. Et on essaye d'identifier un hasard ou un risque qui est lié à cette molécule elle-même. Un truc qui est relatif à cette molécule. Et puis, une fois qu'on voit les études, on essaye on voit le risque qui est spécifique. On a une valeur. Et cette valeur, ça s'appelle la NOAEL. Donc, c'est la No Observed Adverse Effect Level. Ce qui fait, c'est que c'est une limite à partir de laquelle on n'a pas d'effet secondaire. Mais une fois qu'on augmente, on aura. Donc, c'est la No Observed Adverse Effect Level. Où il y a aussi la LOAL. Donc, c'est la Lowest Observed Adverse Effect Level. Donc, c'est la plus petite dose à laquelle on a des effets secondaires. Donc, dépendamment du cas, on choisit soit une NOAEL, soit une LOAL. Et c'est ce qu'on appelle donc le point de départ. On le multiplie par le poids. Et le poids ici, dans l'Union européenne, c'est 50 kilos. C'est le standard body weight. Et on divise cette valeur par les facteurs d'ajustement. Et donc, il couvre toutes les incertitudes. Donc, on a environ 5 facteurs. Et ils prennent en compte l'étude, si elle vient d'animaux, quel genre d'animal, quelle est l'espèce, la durée de l'étude, s'il y a des effets sévères, s'il
s'il y a des effets tératogènes, carcinogènes, mutagènes, tout cela. Et on a comme ça la valeur du PDE. Et donc, il part du point de départ qui est la NOAEL ou la LOAEL. La LD50, donc la DL50, ça, c'est pour les études et les études aiguës. Donc, nous, on cite les LD50 dépendamment de la voie d'administration. Donc, on a oral, intraveineuse, dépendamment. Mais puisque c'est aigu, on peut pas prendre en considération la LD50 pour le calcul de la PDE. Pourquoi? Parce que la PDE, c'est une dose journalière qu'on peut consommer chaque jour de notre vie. Alors que la LD50, c'est une dose qui est aiguë. Et c'est pour cela, nous, dans le calcul de la PDE, la NOAEL, on pense toujours aux études chroniques ou subchroniques. On pense jamais aux études aiguës. Parce que nous, on veut voir quel peut être l'effet critique quand cette personne consomme cette molécule pendant 1 an, 2 ans. C'est pour cela, on pense pas du tout à la LD50. Ouais, en gros, pour donner un exemple, c'est on peut absorber, je sais pas moi, 50 mg de paracétamol tous les jours pendant toute notre vie, il y aura rien. Par contre, si on en prend 6 grammes d'un coup, on va mourir, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est pour cela on peut pas se baser sur la chronique. Et oui, et puis on a d'autres valeurs. Des fois on a l'ADI, donc c'est la Acceptable Daily Intake. Et des fois c'est le FSA qui la détermine. Donc nous, c'est pour cela on prend en considération toutes les limites qui existent pour vraiment pouvoir avoir une valeur qui est spécifique, mais aussi qui nous permet d'être conservative, parce qu'on veut pas causer un risque en fin de compte. On est là pour éviter ça. Et ce qui fait que vraiment la PDE, elle est faite d'une façon où on prend en considération vraiment toutes les incertitudes. Alors qu'il y a longtemps, ils prenaient la minimal daily dose, ça veut dire la plus petite dose thérapeutique au niveau de la posologie, et la diviser par 1000. Et d'ailleurs, cette étude que Mathieu a mentionnée, elle a montré comme quoi il y avait une variation, il y avait une marge où, quand on compare pour cette molécule-là, la PDE et cette méthode de la minimal daily dose, il y avait un écart, et c'était un écart de risque. Et c'est pour cela que on l'applique plus. Et on se base donc sur la valeur de la PDE. Et est-ce que ça va changer quelque chose par rapport au bêta-lactam et aux trucs comme ça? Ou du coup là c'était vraiment, tout est parti en... Quand on a atteint la barrière des 1200 monographies développées, on s'est penché sur est-ce qu'on peut identifier des tendances entre guillemets par classe thérapeutique, en disant il y a des similitudes de mécanismes d'action, donc il doit y avoir des familles de mécanismes de toxicité en gros. Et en fait non, c'est impossible. C'est impossible de fonctionner par classe thérapeutique. Donc bêta-lactam, je pense que c'est pas demain la veille que on n'aura pas des sites dédiés. D'accord. Genre entre nous, voilà. Après, faudra voir, mais je pense que c'est pas demain la veille. Mais par contre, je suis convaincu que certains produits onco qui se nettoient très bien, parce qu'ils sont solubles, parfaitement solubles et compagnie, vont pouvoir être fabriqués sur des lignes partagées plus facilement qu'avant la guideline. Ouais, trop marrant. Ouais, mais pour les bêta-lactam, pour les antibiotiques, on a des limites aussi qui sont spécifiques pour certaines classes qu'on prend en considération, parce que si on parle d'antibiotiques, on parle aussi de résistance, et il faut prendre ça en considération. Donc non, c'est ça, vraiment la valeur du PDE, elle prend toutes les classes, tout le genre d'effets en considération pour vraiment une valeur assez spécifique, assez conservative, on va dire. Donc le PDE est beaucoup plus juste que tout ce qu'on pouvait utiliser avant. Donc la dose létale 50, donc c'est la dose à laquelle 50% des bestioles meurent, ou des hommes meurent après qu'on l'ait injecté, ou du coup, comme tu disais, la dose minimale thérapeutique divisée par 1000, quoi. Donc le PDE, c'est vraiment une vraie amélioration par rapport à ça pour l'évaluation de la toxicité des substances. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur les PDE ou alors on peut passer à la seconde partie? Non, en fait, je pense qu'un des objectifs d'aujourd'hui, des objectifs d'aujourd'hui, c'est peut-être de filer des tuyaux à ceux qui écoutent, quoi, de faire un peu des retours d'expérience. Donc, je pense que c'est vraiment quelle attitude avoir en interne sur le site de production et quand on sait qu'on va se faire inspecter. Le volume à traiter, quand on doit revalider toutes les méthodes de nettoyage de tout le site, c'est un boulot qui est conséquent. Donc, alors, c'est vrai que ça a très bien marché au début des vagues d'inspection. Je serais curieux de voir qu'est-ce qui va en être en 2023, mais en fait, on peut très très bien, avec son département qualité, qui est efficace, définir un planning de développement. En fait, un des trucs qui a permis de faire face à ce volume de travail, même en interne après, c'est de fonctionner. Donc moi, typiquement, ce que je proposais, c'était de fonctionner avec des groupages, entre guillemets, des tier 1, où on dit, la première année, on va développer telle validation de nettoyage basée sur telle monographie PDE, parce que soit on voit venir que la valeur moi, les critères que j'utilise pour ça, c'est de se focaliser sur déjà, il y a une monitoring watchlist qui est publiée sur le site de l'EMA. Si le principe actif est mentionné dans cette liste-là, il est à mettre en priorité. Si la valeur de la monographie est inférieure à 1 microgramme par jour, c'est quand même un médicament qui est un peu touchy, donc il est à mettre en priorité aussi. Ou si la valeur de la PTE, c'est la TTC, voilà. Peut-être que Yara, vas-y, explique-nous. Ouais, donc, comme j'ai dit, à différents points de départ, mais et j'ai dû comprendre en considération la carcinogénicité, le potentiel mutagénique, tout ça. Et au cas où la molécule est mutagène, on pense plus au PDE, on part directement vers la TTC, donc le Threshold of Toxicological Concern, qui est de 1,5 microgrammes par kilo par jour. Et donc, il faut penser à ça aussi. Et si elle est carcinogène, on pense à la TD50. Donc oui, il y a plusieurs limites. Alors, du coup, en gros, si la molécule elle est cancérigène, là on enlève la PDE et on prend une autre dose. Qui est celle qui, c'est quoi du coup cette dose? C'est la TD50. Parce que pour certaines molécules qui ont un potentiel carcinogénique, on peut retrouver dans certaines databases des TD50. Donc, dans ce cas-là, on calcule ce qu'on appelle le acceptable intake. Et c'est pour vraiment être encore plus conservatif du qu'il y a ce potentiel carcinogénique. Mais quand il y a le potentiel mutagénique, on prend la TTC pour être complètement sûr. D'accord, donc il y a une espèce de hiérarchie de la dangerosité, quoi. Et du coup, ça c'est vous qui l'a déterminé. Là, vous dites au site, oh là là, là c'est super chaud, il va falloir prendre la mutagénie, la TTC. Et là, du coup, celle-là, c'est celle-là qui va passer en premier dans votre analyse, qui va certainement passer en premier dans votre analyse. Ouais, dans notre rapport, on explique tout ça. C'est pour cela, il faut vraiment, vraiment très bien voir toutes les databases, toute la bibliographie. C'est pour cela que tu as besoin d'un toxicologue. L'expertise, ouais. On en était convaincus déjà. Donc, pour en revenir sur le principe de base, ça sert à rien de paniquer, vraiment étaler, faites un plan, validé, décrit dans le système qualité. Vous vous dites sur 3 ans, je ferai tout. La première année, je me focalise sur ces substances qui méritent une attention particulière parce que l'inspecteur va regarder qu'il y a eu une attention particulière sur les produits les plus touchy. Et puis après, on l'étale. La deuxième année, on fait les produits où il y a moins de risques et à la troisième année, on termine ce qui restait dans le planning. Mais ça, je pense, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est faites une analyse de risque. Alors après, il y a peut-être un bémol que j'ai identifié au fil du temps, c'est que c'est une philosophie qu'on a mis en place avec des CDMO et des sites de prod. Donc eux, ils ont une vision claire et nette
du planning de production, donc ils savent très bien que le médicament B, il est fabriqué après le médicament A et que leur campagne, ils ont telle tendance. Donc ils ont une vision claire sur qu'est-ce qui peut contaminer quoi. Quand on pilote des centaines de sites externalisés complètement et quand on demande à accéder au planning de prod, ils n'ont pas accès quoi. Donc eux, ils sont dans une situation complètement aveugle. Donc c'est plus compliqué. Mais quand on est un site de prod, on sait ce qu'on fabrique et dans quel ordre. Donc c'est vraiment ça que je recommande comme approche. Attends, ils avaient juste à fournir les PDE à tout leur site et puis après leur site ils se démerdaient à refaire leur analyse de risque pour le nettoyage, non? Encore faut-il que ça soit compris dans le contrat initial, de machin. Enfin, tu vois, c'est pas si simple que ça. Non, t'as des sites de prod qui vont sourcer en direct les PDE. Il y en a même qui en ont fait un business. Hein. Ils nous achetaient les monographies et ils le revendaient aux titulaires d'AMM plus cher. Bah carrément. Non, mais franchement, ils ont carrément raison parce que quand tu vois tous les sous-traitants, bah faut trouver des offres de valeur un peu différenciantes et ça, c'en est une, je pense effectivement. Après voilà, c'est dans le concept du full service ou pas quoi. Enfin ouais non, on a vu tous les cas de figure. Les sites qui disaient nous de toute façon on va pas en entendre parler, s'il y a quelqu'un qui se fait toper, c'est le titulaire d'AMM donc ça va te payer. Et c'est eux qui se débrouillent pour l'encenser. Scandale. Donc voilà. Donc non c'est puis on a des voilà, on a un tel volume d'expertise que d'expérience que on peut raconter d'autres trucs marrants, mais des vieux laboratoires pharmaceutiques qui ont des équipes d'experts tox en interne, qui sont même des gens très très compétents, il y a pas de problème. Donc qui nous contactent et je fais écoutez, enfin voilà, je vous connais bien, vous avez des experts tox solides en interne. Oui, on peut faire ça pour vous, mais on voit pas très bien. Puis là, ils font non, on a entendu parler que vous faisiez du in silico là pour les produits biotech. Alors on a tout un portefeuille de vieux nanars des années 60-70 où les dossiers d'AMM, on n'a pas vraiment beaucoup de données précliniques et puis la partie clinique, elle est quand même pas très 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 bien documentée. On voudrait pas perdre l'AMM. Est-ce que vous pourriez faire votre technologie biotech sur nos vieux nanars? Et ça a été marrant, mais voilà. Et du coup, vous sauvez le truc. Quoi. Ouais, et on sauve l'AMM. Ça c'est cool. Ouais, carrément quoi. Et donc ouais, après sinon dans la série petits conseils aussi. Ouais, ça c'est un point pour éviter de se faire toper en inspection. Depuis le question and answer, donc d'avril 2018, donc là maintenant tout le monde devait être un peu au courant, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes de toxicologues qui sont peut-être moins l'habitude de rédiger des quality agreements que nous avec la partie importation, distribution de principes actifs, mais il faut un quality agreement. En inspection, ils considèrent que c'est vraiment un outsourcing, c'est une activité outsourcée, comme on pourrait outsourcer entre guillemets le stockage, dans un autre pays et ça faut faire gaffe, ou l'analytique c'est pareil, voilà. Et donc il faut un quality agreement. Et ça peut être une déviation en inspection. Donc si vous démarrez entre guillemets le sourcing de monographie PDE ou d'OEL d'ailleurs, parce que c'est pour les HBEL, n'oubliez pas de mettre en place un quality agreement en prévision d'inspection. Voilà. Et ouais, l'autre conseil, parce qu'il y a eu pas mal de petits malins, faites attention à pas dériver les valeurs PDE de la valeur OEL que vous avez obtenue. Parce que en fait la population cible c'est pas la même. Dans un cas, on parle d'un opérateur qui travaille 8 heures par jour sur une ligne de prod. Enfin, je sais pas où tu veux prendre le relais, Yara. Tu connais bien ce truc-là. Ah, elle est déconnectée. Ok. Non, elle est connectée. Donc ouais, dans un cas, on va parler d'un opérateur qui travaille 8 heures sur une ligne de prod. Donc en gros, la toxicité, ça va être surtout en fait l'inhalation entre guillemets dans les poumons. C'est ça, OL que tu dis? Ouais, l'occupational exposure limit, ou une contamination cutanée. Mais alors que la PDE, déjà, on va prendre en compte la voie d'administration, IV, mais IV rectale, la totale, vaginale. Enfin, et donc on parle pas de la même chose du tout.
et c'est et clair. puis c'est la consommation toute une vie, quoi, tous les jours. Donc c'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes méthodes de calcul et c'est pas du tout les mêmes approches. C'est bête, mais on a été obligé de le dire dans notre training, mais voilà, la littérature pédiatrique n'est pas à prendre en compte pour l'occupational exposure limit. Il n'y a pas d'enfants qui travaillent sur les lignes de prod. Voilà. Tout dépend le pays. Non, vous le précisez ça sérieusement dans vos formations? Ouais, j'ai été obligé de le dire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui... Bon, Ça, après, c'est du bon sens, quoi. ouais, bon, après, on a eu énormément de génériques indiens, Oui, d'accord. qu'on a dû faire monter en compétence, mais donc voilà. Moi c'est ça, les conseils que je peux donner de mon côté, voilà. Et puis sinon, bah voilà, c'est ce que je disais au début, prenez pas la tête. Maintenant, on a un vrai effet d'expérience. Si vous êtes dans le dur, keep calm and ask a toxicologist. Voilà. Mais vous pouvez leur faire confiance. Voilà. On n'a pas été payé pour dire ça, mais vous pouvez leur faire confiance. Donc voilà. Et c'est vrai que après, si on part sur les nitrosamines, alors là, c'est du grandiose. C'est du grandiose. Donc, on est sur un domaine où, déjà, les connaissances scientifiques, les attentes des autorités réglementaires, et même entre guillemets, nos pratiques en tant qu'experts tox, progressent chaque semaine. Encore. Donc là on est vraiment on est dans l'innovation là. Donc c'est normal que ça fasse trembler quelques personnes. Pour revenir un petit peu sur l'origine de cette affaire-là, donc c'était le Valsartan, où en fait on a découvert qu'il y avait une nitrosamine cancérigène dans le principe actif du Valsartan d'origine chinoise. Ça fait un rappel de l'eau massif. Là. Et ça a été un rappel colossal dont l'Europe a été l'origine et maintenant l'USFDA a très très bien pris le pli et maintenant ils sont extrêmement actifs là-dessus. Et c'est vrai que ça a été un scandale sanitaire notoire qui est au journal de 20h. Et c'était une période assez marrante parce que entre guillemets ça savait que genre on était expert tox. Donc moi j'avais toutes les mamans de mes amis qui m'appelaient en disant Mathieu, je prends du Valsartan, est-ce que je disais écoute, tu prends quel générique? Et donc on me disait je prends le générique machin. Et donc tout allait bien. Et puis c'est chaud. et puis donc jusque là c'était voilà, je les appelais, je disais non, celui-là vous êtes tranquille, il y a pas de problème. Et puis il y a un jour où il y a madame Michu qui m'a téléphoné, mère d'un de mes meilleurs amis, et qui me dit moi je prends le Valsartan Haro. Et aïe aïe aïe. Et ça fait longtemps, parce que celui-là c'est pas terrible quand même. Et donc ça fait 2 ans. Et donc donc c'est donc il y a quand même à la base une vraie raison sur pourquoi démarrer cette affaire de nitrosamine. Par contre après le côté où l'Europe commence à dire bon, on va s'arrêter et on va faire tout le vade-mecum. Allez hop, on prend toutes les marketing authorizations, toutes les substances actives et on fait tout. Alors nous, on voit arriver ça, expert toxicologue, on fait faire qu'on délivre. Puis vous avez indiqué des deadlines qui sont quand même un petit peu tendus. Alors on a eu entre guillemets un peu de chance grâce entre guillemets aux quarantaines et au Covid. C'est que du coup ils ont décalé des deadlines, mais ça a quand même été un truc où il a fallu prendre le pas très très vite. Et j'ai envie de dire être péremptoire et dire on attaque tout le vade-mecum, il y a quand même plein de molécules et plein de médicaments sur le marché
où il n'y a pas de nitrosamine et sans partir sur une batterie de tests analytiques et des analyses sur la durée dans des staves, etc. On faisait juste une analyse de risque du procédé de synthèse de l'API, de l'équipement qu'il y avait sur la ligne de prod du médicament fini, même un assessment entre guillemets, parce qu'on a vu des apparitions de nitrosamine avec l'encre du blister, enfin bon, des trucs comme ça. Donc ça peut aller très loin, mais en faisant une analyse de risque, genre paper-based sur la littérature, et une analyse entre guillemets, est-ce qu'il peut y avoir une apparition d'impureté de synthèse en regardant le procédé de synthèse. Donc certes, c'est ça nécessite de partager quand même pas mal d'informations confidentielles, mais entre guillemets, on pouvait s'en sortir avec un risk assessment paper-based. Ouais, taille est large et puis et donc voilà, et donc directement dans les plus durs. Mais enfin d'un autre côté, je vais dire, c'est un peu comme ici HQ3D, hein. Il y a pas mal de nos clients qui étaient bien contents parce que les prestataires analytiques qui se sont payés des forêts de GC, MS en se disant ouais, on va faire des analyses de nitrosamine dans tous les sens et ça va être un go business pour nous. Nous on leur a bien cassé les pattes là-dessus parce que genre non. Vous avez fait des ennemis. non parce que en fait quand on fait nos analyses de risque, en fait on peut arriver à éviter l'analytique, mais on n'y arrive pas systématiquement. Donc en fait, eux, ils nous regardent presque en tant qu'apporteurs d'affaires. Parce que nous, quand on va récupérer des analyses de risque, on va se taper tout le portefeuille. Genre nous, on tergiverse pas, on fait tout. Donc quand on va les voir, on a déjà fait un tri. Mais par contre, on arrive avec 30 médicaments à analyser, quoi. Ok. Et moi, j'ai même eu certains prestataires analytiques qui disaient allez voir la concurrence, on a la saturation, vous nous envoyez trop de trucs. Ça, c'est un problème de riche. Donc voilà, mais après, nous, notre philosophie, c'est aussi sur la durée, c'est d'avoir des partenaires analytiques pays par pays. C'est-à-dire un prestataire analytique en Italie pour les Italiens, un en France pour les Français, en Espagne pour les Espagnols, etc. Donc voilà, plutôt que de tout balancer comme on le faisait avant en Espagne. Et donc ouais. Et donc là, en fait, tout le monde doit. Alors là, du coup, quelque labo que ce soit, avant fin 2023, ils doivent apporter la preuve qu'ils ont regardé ce qu'ils avaient dans leur capot, quoi. Enfin, dans leurs médicaments. En fait, déjà, les deadlines les substances qui n'ont pas de nitrosamine sont déjà actives, enfin sont déjà passées. Donc là, vraiment, ce qui reste, c'est l'implémentation. En fait, voilà, c'est un peu le truc qui me fait rigoler et que je disais au CPHI. Genre, au début, on a paniqué parce que il fallait développer toutes ces analyses de risque nitrosamine, y compris pour les molécules où il y en avait pas. Donc, ça faisait une charge de boulot, de déclaration aux autorités de santé, machin, etc. Maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on a démarré que celles qu'on traite en 2022 et 2023, c'est des médicaments qui ont des nitrosamines. Là, on y est. C'est-à-dire que là, on est en train de s'occuper de là où il est. Pourquoi on a démarré en fait ces nouvelles guidelines. Et donc oui, c'est fini là. Les nanars faciles, c'est terminé. Ceux qui restent, c'est ceux qui sont bien chargés en nitrosamine. Et donc et il n'y a pas que les sartans du tout. Là, il y a des risques assessment qui se passent avec de la transpiration et des larmes à l'arrivée. Mais prenons le cas de la rifampicine. La rifampicine, franchement, il y a le procédé. Donc c'est pas que c'est certain. La rifampicine, il va falloir changer le procédé de synthèse avec tout le soin de faire l'évaluation régulatory et partout dans le monde. Mais chose intéressante, la rifampicine, c'est un antibiotique, si je me souviens bien. Ouais. Et du coup, c'est pas pris au long cours, quoi. C'est-à-dire, on le prend sur 3 semaines et puis terminé, quoi. Ouais. Enfin, c'est le traitement de première ligne pour la tuberculose. 2023, c'est pas la bonne année pour choper la tuberculose. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que la quantité de nitrosamine présente dans la rifampicine est significative pour qu'il faille faire tout ça, quoi. Disons qu'on veut plus de nitrosamine dans les médicaments. Mais en fait, des nitrosamines, t'en as quand même un peu partout. Quand c'était la semaine dernière d'ailleurs qu'on était en train d'en parler pour un site de
prod français. Gros assessment, une nitrosamine qui est méchante, on ne dira pas laquelle. Et à côté de ça, sur le même site, ils produisent, donc c'est un médicament topique, dermato. Et sur le même site, t'as de la production de crème solaire cosmétique. Et là, t'as pas de guideline nitrosamine, quoi. Alors que genre le médicament, tu vas avoir une prise pendant 4 jours, en gros. Et ta crème solaire, tu la mets 2 mois par an à longueur de journée, quoi. Tu te la tartines allègrement. Putain, Et donc c'est ça qui fait un peu rêver, mais après on sait que voilà, l'industrie du médicament est beaucoup plus réglementée que celle de la cosmétique, hein. Voilà. Et alors bon, je sais pas si ça va créer de panique, mais qu'est-ce qu'on risque alors? Des retraits de l'AMM. On va tous crever. Tu parles à la prise de nitrosamine. Vas-y, Yara, tiens. Ok, donc déjà, ce qu'on sait, c'est que, pour sûr, c'est que directement, quand on parle de nitrosamine, on sait qu'ils sont génotoxiques et qu'il y a un risque potentiel de carcinogénicité. Donc ici, pour le risque, nous, ce qu'on fait, en tant que toxicologue, c'est que, de point de vue, quand on a, une nitrosamine potentielle, c'est qu'on recherche toutes les données, et comme j'ai dit, puisqu'il y a le potentiel carcinogénique, on pense au TD50 pour calculer cette limite. Et sinon, on part directement vers tout ce qui est in silico. Donc, on a le logiciel LeadScope qu'on utilise pour calculer c'est un logiciel plutôt de cuissard. Donc, c'est une méthode in silico où on met soit on dessine la molécule, soit on met certains caractères physico-chimiques de la molécule. Et il nous donne toutes les données qui existent. C'est un predictive logiciel. Et nous, on regarde les données, on regarde la structure de la molécule, s'il y a par exemple des structures d'alerte. Et c'est comme ça qu'on voit s'il y a d'autres structures qui sont similaires à d'autres molécules qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà une limite. Et c'est comme ça qu'on peut savoir exactement quelle limite faire. Ça, c'est au cas où il n'y a pas de données du tout. Mais on sait déjà que on n'a pas beaucoup de données, mais ça évolue toujours. Il y a toujours de nouvelles données, de nouveaux guidelines, mais c'est au fur et à mesure. Donc on sait déjà que sur le marché, aussi bien cosméto que même alimentaire peut-être, ou peu importe, on mange des nitrosamines tous les jours, et que ces nitrosamines, aux doses auxquelles ils existent dans les produits, peuvent provoquer des cancers. Exactement. Ça dépend aussi de la dose, mais ça dépend de la dose, parce que ils existent partout, mais oui, c'est différent quand c'est lors de la fabrication qu'on a ces nitrosamines, on sait même pas quelle dose, on sait même pas d'où ça vient, comment ça a apparu, et si c'est connu ou pas, parce que dans la guideline, on a des nitrosamines connues avec des limites spécifiques, mais il y a des unes qu'on n'a aucune donnée. Parce que les nitrosamines, c'est une famille de molécules, et donc on en a effectivement certaines, mais des fois il y en a d'autres et on connaît rien, quoi. Ouais, c'est ça. Incroyable. Non, je pensais pas que c'était si vaste, moi, comme sujet. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Arnaud, mais... Ouais, non, mais moi aussi, hein. Et du coup, effectivement, c'est à la fois vachement intéressant, un peu inquiétant aussi, dans un sens. Ouais, carrément, ouais. mais ouais, ouais. Franchement, ouais. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi vaste aussi, quoi. Et il y a d'autres industries qui vous contactent par rapport aux nitrosamines? Non, de toute façon, nous, on a décidé de faire, que la pharma. Si on a eu, là, pour le coup, on pourra vraiment pas dire qui c'est. On a eu un laboratoire cosméto un peu premium, hype, une fierté française même, qui nous a contacté pour des nitrosamines de crème solaire pour l'USFDA. Ok. De manière proactive, du coup. Ouais, voilà. Mais par contre, oui, on est sur du pot de crème
plusieurs centaines d'euros. Ouais. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est bien. Mais franchement, c'est bien, même si c'est. Ça commence par quelque chose, quoi. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Et non, mais pour en revenir à la tox, Pam, en fait, j'ai un peu découvert cet écosystème. Bon, maintenant, c'est sûr que ça fait 6 ans, mais j'ai vraiment regardé sous un autre angle le département HSE. Vraiment, et c'est et tu te retrouves face à des problématiques en interne ou qui sont pas forcément évidentes parce que du coup, on va être capable de calculer de manière beaucoup plus pertinente l'occupational exposure limit par rapport à ce qui pouvait être fait par le passé, et c'est pas forcément évident en interne d'aller voir tes opérateurs qui travaillent sur une ligne de prod depuis 20 ans et de leur dire c'est la merde. non, mais ça peut très bien être mais ça paraît dingue, mais ça peut très bien être t'as pas besoin de mettre des gants finalement. Ouais, ok. Ça peut être dans les deux sens. Et c'est très drôle parce que les opérateurs ils font non, je vais garder les gants. Et par contre, si jamais il faut durcir, enfin c'est la dernière mesure à mettre en place, l'équipement personnel. Mais s'il faut mettre en place des changements dans l'équipement personnel en étant plus entre guillemets plus strict, ça passe mal. Ok. Ça passe pas forcément très bien. C'est toujours plus chiant d'en rajouter que d'en enlever. Mais non, mais c'est surtout qu'ils se posent la question. Ils se posent la question de pourquoi avant ils mettaient pas ces équipements de protection là et. Bah ouais, à juste titre. Hein, J'aimerais quand même intervenir de mon œil de qualiticien en disant que oui, on protège le produit, l'opérateur du produit, mais aussi on protège le produit de l'opérateur. Donc les gants, ils servent dans les deux sens. Attention. Ouais, j'aime bien. Si on doit terminer sur la nitrosamine parce que c'était le sujet. Et puis on arrive à la fin. Là, on a le sujet du CPHI. Donc il y a eu un question and answer de l'EMA le 12 octobre 2022 qui a introduit une notion qui est le temporary acceptable intake. Donc dans le jargon T-AI. Qu'on peut mettre temporairement à 178 nanogrammes par jour et qui est valable 12 mois avec évidemment un case by case assessment donc là clairement on a vu des départements régulatory péter un boulard en disant et c'est parti. Pourquoi est-ce qu'on va commencer à faire toute une boucle de discussion avec les agences pour mettre en place cette temporary acceptable intake, après rediscuter 12 mois plus tard? Calmez-vous, demandez à un toxicologue. Déjà, nous déjà, on va, en fait, a priori, on va commencer par calculer l'acceptable intake final. Donc, c'est vrai que nous, on est moins stressés parce que comme on a l'habitude de les développer, les acceptable intake et leurs valeurs, en fait, nous, quand on le fait, puis c'est bon, quoi. Mais il faut vraiment le regarder sous un autre œil. C'est qu'en fait, avant, on pouvait avoir des rappels. Qui pouvaient être engagés parce que on faisait pas entre guillemets l'analytique sur ces nitrosamines et là du coup quand il n'y a pas encore toute la littérature tox, on a 12 mois de battement où on peut déposer ce 178 nanogrammes et entre guillemets commercialiser le produit le temps qu'on construise les données tox, quoi. Donc, mais nanogrammes, c'est peanuts, quoi, par contre, hein. Avant, on était au ppm, hein. Il y a certains principes actifs pharmaceutiques où il y avait une impureté génotoxique. Donc, c'est pas terrible quand même, hein. Une impureté génotoxique. Et on avait été obligé de faire des boucles de purification, mais vraiment, on purifiait. La norme qui était acceptée par la NSM, c'était 2 ppm. 2 ppm, c'est-à-dire 2 carrés de sucre par rapport à la taille de l'Empire Building. Et on sait le détecter, ça? On était aux limites complètes de l'analytique, mais il a fallu développer. Non, et donc c'était très drôle parce qu'après il y a eu une monographie qui a été implémentée pour cette molécule et donc le DQM a dit on autorise 10 ppm. Ouais. Donc voilà. Donc le nanogramme, c'est pas mal, hein, Pam. En fait, ça va.
Les nanogrammes, moi j'ai vu plus hardcore. Voilà. D'accord. Bon bah comme je disais, on a pas mal on a un peu dépassé par rapport à Durhabital, mais c'est pas grave parce que enfin moi je pourrais encore parler pendant vachement longtemps. D'ailleurs on le fera parce qu'on va refaire pour teaser, on va faire un second épisode avec Mathieu d'ici peu. Voilà, plus orienté sur l'entrepreneuriat, l'aventure et c'est vrai que ça peut être sympa. Je comprends pourquoi est-ce que tu as envie d'avoir. Ça va être sympa. Voilà. C'est pas du conditionnel. Donc, si jamais on veut retrouver Mathieu et Yara pour poser des questions à titre personnel sur la toxicologie, comment est-ce qu'on pourrait vous contacter ? Eh ben, le mieux c'est par email et puis là du coup, sans transition, ça nous permet d'officialiser le lancement. Donc, il va y avoir un nouveau site web et on fait un vrai rebranding entre guillemets de notre département Tox pour fêter le fait qu'on est passé de leader en France à numéro 2 en Europe. Donc maintenant, maintenant ça s'appelle Tox by Design et donc le site c'est Tox by .design. On n'est même pas .com, on est carrément .design. Et c'est marrant ça. Et donc voilà, il y a nos coordonnées là-dessus, il y a un email de contact et sinon je pense que tu pourras mettre sinon on est sur LinkedIn, voilà. Tout simplement. LinkedIn, je vous taguerai tous les deux de toute façon. Hein, on est très actifs sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Et juste vite fait, moi ça m'avait vachement plu à la 3P. Sur ta carte de visite, il y avait un petit symbole. Enfin, du coup, le symbole de la boîte, c'est un bélier. Et alors ce bélier est dessiné avec quoi du coup ? Avec des molécules qui sont létales. Donc voilà, c'est une tête de bélier. Et c'est que des molécules que si on les prend, on meurt. Et il y en a plein, hein. Enfin, je veux dire, il y en a plein. C'est vachement bien fait. Et c'est vrai que c'est les bons délires de toxicologues, on va dire. Et on a même rajouté l'éthanol. Parce que c'est vrai. Et voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler dans ce podcast. En tout cas, c'était super intéressant, plein de conseils pour tout le monde et plein d'éclaircissements sur tout un tas de sujets. Donc, j'espère que ça vous a plu aussi. Et puis, si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, écoutez, à bientôt pour un prochain épisode. Moi, j'ai envie de dire, parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui écoutent, si vous doutez de quoi faire comme spécialisation en pharma-industrie à la faculté, vous pouvez prendre master 2 toxicologie, vous serez jamais au chômage. L'agence européenne est extrêmement créative sur les nouvelles réglementations et donc il y a pas de souci là. On est dans une partie dynamique de l'industrie. Je ferai un post pour les amis de Sema Pharma qui orientent les étudiants. Ils sont top d'ailleurs. Bonjour à tous. Donc voilà. Allez, merci beaucoup et puis à bientôt. Allez, merci, bonne journée. Ciao ciao.